Pour comprendre le colorisme qui sévit dans nos sociétés créoles, guadeloupéennes et martiniquaises aujourd'hui, il faut revenir aux fondations de nos sociétés créoles. Le projet colonial du Royaume de France était de s'enrichir de par l'exploitation des terres pour la production de cultures d'exportation, tabac, canne à sucre, cacao, café, coton. Pour réaliser ce projet colonial, la France s'est appuyée sur l'exploitation de plusieurs main-d'œuvre serviles issues de l'esclavage des Kalinagos, de l'engagisme blanc de plantation et de la traite des Noirs. Au début, les béquets, les grands blancs, les béquets de classe moyenne, les blancs pays propriétaires terriens ainsi que les béquets goyaves et les blancs pays non propriétaires terriens se métissaient avec des esclaves noirs car il y avait très peu de femmes blanches. Il commençait à y avoir beaucoup de métissage, ce qui posait problème aux blancs créoles propriétaires terriens par rapport à la suprématie blanche élitiste qu'ils devaient représenter sur ces îles. De plus, ils avaient besoin d'esclaves noirs et métis pour s'enrichir, en sachant que les femmes noires et métisses qui avaient un enfant avec des blancs créoles propriétaires terriens célibataires devenaient leurs épouses. Elles étaient donc automatiquement affranchies selon le code noir. Alexandre de Tracy créa une ordonnance pour interdire le métissage entre blancs et noirs. Tout blanc créole propriétaire terrien qui enfreignait cette ordonnance ne pouvait plus réclamer les privilèges résultant de ces titres, ni les transmettre à ses descendants. Or, cette ordonnance ne concernait pas les engagés blancs créoles de plantation et domestiques, donc les béquets goyaves et les blancs pays non propriétaires terriens, puisque les béquets et les grands blancs ne les considéraient pas comme blancs, mais comme des petits blancs. Ce qui a créé un système de ségrégation et de discrimination envers les blancs créoles pauvres, les noirs, les métis et les Kalinagos pour maintenir l'ordre établi et idéologiquement souhaité par les béquets et les grands blancs. C'est alors que les sociétés coloniales sont devenues progressivement une vision binaire, où le blanc a le rôle du maître esclavagiste possédant des plantations et l'afrodescendant le rôle d'esclave. Des métis et des noirs sont devenus libres pendant l'esclavage, dû au lien de parenté avec des blancs créoles propriétaires terriens, mais aussi dû au fait que des blancs créoles pauvres libres se mariaient à des noirs affranchis, ce qui a conduit à l'existence d'une société en trois castes, entre la caste des blancs créoles propriétaires terriens et celle des noirs métis réduits en esclavage, se trouvaient les personnes libres de couleur. Ces derniers ont pris la place de la caste des béquets goyaves et des blancs pays non propriétaires terriens, ce qui a partiellement effacé les blancs créoles pauvres de l'histoire des Antilles françaises. En effet, les métiers manuels anciennement occupés par les béquets goyaves et les blancs pays non propriétaires terriens sont de plus en plus exercés par des libres de couleur pauvre, par des affranchis ou par des esclaves. Les blancs créoles propriétaires terriens qui avaient des esclaves défendaient collectivement le système esclavagiste et l'existence du préjugé de couleur pour maintenir l'ordre colonial établi. Cela leur permettait de faire prospérer leurs habitations. Et tout au long de cette période, ces mêmes blancs créoles esclavagistes affranchissaient leurs enfants métissés esclaves à l'échelle individuelle. Ce qui a accentué la naissance du colorisme, c'est la catégorisation phénotypique qui participe au type d'activités accessibles aux esclaves. Les esclaves métis ou métis clairs sont ainsi souvent décrits comme les cadres d'habitation, les domestiques, les servantes, les couturières, les laquais ou les valets. Les esclaves noirs étaient des esclaves dits des champs, les contremaîtres, les mouliniers, les raffineurs, les cultivateurs et les femmes destinées aux soins des autres esclaves, accoucheuses, hospitalières, etc. On pouvait quand même trouver quelques esclaves métis dans les plantations. Malgré les avantages d'être esclaves de maison, cela les distinguait de la masse servile attachée aux activités agricoles, les esclaves de maison pouvaient en être sollicités à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et ils étaient plus exposés aux abus physiques et aux vées. Chez les libres de couleur, au sommet se trouvaient les petits propriétaires terriens, puis les hommes libres de couleur qui entrèrent dans la milice. Mais leur service se distinguait de celui des autres miliciens puisqu'ils étaient affectés dans des compagnies spécifiques, strictement encadrées par des officiers béquets de classe moyenne ou des blancs pays propriétaires terriens. Puis à la base, on retrouve les ouvriers, les marins, les pêcheurs, les domestiques, les fermiers. Les libres de couleur étaient en majorité des métis, stigmatisés. Ils étaient perçus comme enclins au vol et au recel. D'où le fait que les libres de couleur propriétaires terriens voulaient franchir la barrière et devenir blancs, ce qui leur permettrait d'amoindrir le préjugé sur le plan législatif, mais aussi de se prémunir du mépris que les membres dominants dans la société éprouvent pour les libres de couleur. Aimez, partagez et mettez un commentaire. Suivez-moi pour plus d'histoires sur les différentes communautés des Antilles.